Je suis historienne, donc je ne viens pas défendre autre chose que la vérité historique. La vérité n'étant pas absolue en matière d'histoire, mais étant relative. C'est-à-dire que la vérité absolue, c'est ce qu'on cherche, la vérité relative, c'est ce qu'on trouve. Hein, c'est ce qu'on trouve par rapport aux mensonges, par rapport à tout ce qu'on nous raconte. Le jansénisme, c'est au XVIIe siècle, c'est-à-dire le siècle de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. C'est le grand siècle. Le jansénisme est une sorte de protestantisme qui n'a pas rompu avec la papauté. Qu'est-ce que le protestantisme? C'est le siècle précédent, XVIe siècle, la rupture de chrétiens qui continuent de se dire chrétiens mais qui ne veulent plus en référer à la papauté. C'est un christianisme sans pape. Un schisme se fait, une guerre épouvantable va mettre à feu et à sang toute l'Europe, la guerre de 30 ans, et il va y avoir des protestants en France, mais la France restera catholique. À l'issue de tout un tas, enfin, de guerre de religion absolument abominable. Et le jansénisme apparaît un siècle après l'apparition du protestantisme comme une sorte de protestantisme de l'intérieur. Là, le point le plus important pour vous permettre de situer ce qu'est le jansénisme, c'est par rapport à la grâce. Le catholicisme dit « Dieu donne la grâce à tous les hommes ». Et les hommes sont libres de faire le bien et le mal parce que Dieu leur a donné la grâce. D'accord? Ça, c'est le dogme catholique, lequel récupéré par la suite dira liberté, égalité, etc. Mais c'est vrai que liberté, égalité, c'est dans le dogme catholique par rapport à Dieu. Dieu donne la liberté à chaque homme de faire ou de ne pas faire le bien, et Dieu donne à égalité à tous les hommes la grâce, l'esprit, la grâce. La grâce, ça ne se définit pas. Enfin, je veux bien le définir, mais il faudrait que je fasse de la théologie et un autre jour. Le janséniste dit, Dieu donne la grâce à qui il veut. C'est-à-dire pas à tout le monde, notamment pas à la racaille. Et la grâce, savez-vous qui l'a? C'est nous. Comment vous le savez? Parce que Dieu nous l'a dit. Dieu s'adresse directement à ces gens-là qui ne sont pas obligés d'en passer par le dogme catholique. Donc il récupère, et c'est vraiment un protestantisme de l'intérieur. Une bataille idéologique, mais acharnée, va secouer le siècle de Louis XIII et de Louis XIV concernant le jansénisme. La magistrature était une classe sociale issue de la bourgeoisie, qui avait été anoblie par les rois à la fin du Moyen-Âge pour centraliser le royaume. À la fin du Moyen-Âge, la féodalité recule, l'absolutisme royal s'assied et a besoin, pour rendre la justice au nom du roi, d'une classe nouvelle qui va être créée, issue de la bourgeoisie, qui vont être les Robins. La robe, c'est le costume des juges, les Robins, c'est la classe des juges. Des gens issus de la bourgeoisie qui vont rendre la justice au nom du roi, donc des magistrats, et qui vont, pour ce faire, être anoblis, à titre de hochet. Hein, bon. L'intérêt d'être noble, une fois qu'on est riche, c'est quoi? C'est que les nobles ne payent pas d'impôts. Pourquoi? Parce que l'impôt est payé par la noblesse à l'origine d'épée, qui, allant à la guerre, paye l'impôt du sang. Donc on ne va pas, d'une part, leur faire payer l'impôt du sang, et ensuite l'impôt en argent. L'Église non plus ne payait pas d'impôts, mais l'Église participait financièrement et largement à l'éducation et à un certain nombre à l'éducation, aux soins des pauvres, enfin à tout ce qui était sa fonction à l'époque et qui était du travail à plein temps, hein, les hôpitaux, enfin beaucoup l'éducation, l'instruction et puis l'accompagnement des gens dans les sacrements, tout ça c'était un travail, c'était considéré comme un travail. Donc l'Église, en l'occurrence, faisait un don annuel qui s'appelait le don gratuit à la royauté, mais c'était pas un impôt. C'est-à-dire que l'Église faisait ce qu'elle voulait, elle donnait gracieusement un don gratuit au roi, et elle n'était pas imposable en tant que telle, parce que être imposée pour l'Église serait voulu dire que des gens seraient allés faire un état des biens de l'Église pour dire vous devez tant, et ça l'Église s'y est toujours refusée. Donc qui est-ce qui payait les impôts? Ben c'était le reste. Donc la magistrature ne payait pas d'impôts au titre qu'elle était noble, ce qui était totalement injuste, parce que eux ne payaient pas l'impôt du sang. Hein, donc c'était des anoblis, c'était déjà un privilège quasiment indu d'emblée, mais les rois de France ont eu intérêt à cette magistrature qui aura permis de retirer à la turbulente noblesse d'épée une prérogative dont ils étaient susceptibles d'abuser en permanence. Donc le roi récupère pour lui une partie de son pouvoir en donnant
à une nouvelle classe sociale, les Robins, les juges, un pouvoir qui était jadis dévolu aux nobles, à la noblesse d'épée. Cette magistrature, d'emblée, dès qu'elle va être constituée, va présenter un danger pour la royauté. À peine créée, elle devient déjà turbulente. Ils veulent gouverner avec le roi, ils veulent partager le pouvoir, ils sont des enquiquineurs et ils le seront jusqu'à la fin. Voilà. Donc cette magistrature est, au moment de l'apparition du jansénisme, magistrature et jansénisme vont fort bien coller l'un avec l'autre. Les magistrats sont extrêmement jansénistes. Derrière cette idée de la grâce et de la non-liberté humaine se dessine une espèce de rigorisme, de renoncement, de renonciation systématique au plaisir du monde. Il crée un monastère à Port-Royal où il décide de plus s'occuper des affaires du monde. Un roi de France n'a pas besoin de gens d'une classe aussi importante que la classe robine qui disent que les plaisirs du monde et la vie sociale, tout ça, ça nous intéresse pas. Le roi, il a besoin de serviteurs pour le bien commun, il n'a pas besoin de gens qui se réunissent entre eux en disant qu'ils renoncent à tout. Donc le masochisme, la haine du corps, la haine du plaisir, la haine du bonheur que professent les jansénistes dans cette espèce de religion sombre et abominable qui ne reconnaît pas l'autorité du pape et qui rapidement va plus reconnaître, ou beaucoup moins bien reconnaître l'autorité du roi. Il est évident qu'un roi comme Louis XIV ne peut pas admettre ça. Louis XIV a combattu les jansénistes, et d'autant plus que quand Louis XIV était petit, quand son père est mort, a été déclenché, alors lui il avait 5 ans à la mort de Louis XIII, à la mort de son père, a été déclenchée une guerre civile en France, où les juges, notamment, c'est eux qui ont lancé les hostilités, et ensuite suivis par les princes, ont lancé une guerre pour essayer de récupérer le pouvoir, c'est-à-dire de récupérer à leur bénéfice l'autorité royale qui, à mesure où le roi était trop petit, partait à volo. Alors ça partait pas tant à volo que ça, puisqu'il y avait une régence assurée par la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Et pendant toute cette période de la Fronde, le petit roi a vu ce que c'était que l'état du royaume quand il n'y avait pas d'autorité supérieure susceptible de dire je veux, j'exige et j'interdis. Ça a été épouvantable. Donc il a vu les jansénistes comme des gens odieux, inhumains, dangereux pour l'État, dangereux pour lui, donc pour l'État. Hein. La France c'était Louis XIV, Louis XIV c'était la France, l'État c'est moi. Il disait, alors pourquoi il a dit l'État c'est moi? Des juges sont venus le voir un jour en lui disant, enfin Majesté, ce que vous dites là, que va faire l'État? Il a dit, l'État c'est moi. Et on ne discute pas, on ne discutait pas avec Louis XIV. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas entendre ce qu'on disait, mais on ne discutait pas sur des sujets aussi importants. Qu'est-ce que c'était que la magistrature, la façon dont elle était organisée? Vous aviez des parlements. Les parlements, c'était l'endroit où siégeaient les juges. Il y avait 5 ou 6 parlements en France. Le plus grand était le Parlement de Paris, dont le ressort représentait à peu près un tiers du royaume. Le Parlement était la cour d'appel de toutes les juridictions locales. Une juridiction locale dans laquelle un jugement montait en appel, il devait monter à Paris. Enfin, pour le Parlement de Toulouse, c'était Toulouse ou Dijon ou Aix-en-Provence. Enfin, comme le Parlement de Paris était particulièrement grand, ça veut dire que pour beaucoup de Français, le Parlement de Paris était la cour d'appel. Ce Parlement avait également comme prérogative, les parlements avaient comme prérogative d'enregistrer les décisions royales. Qu'est-ce que c'était qu'une décision royale? C'était une loi. Quand le roi avait dit, c'était la loi. Il n'y avait pas d'autre législateur que le roi. Mais une loi n'était exécutoire que pour autant qu'elle ait été enregistrée, c'est-à-dire inscrite dans le registre, mise en registre, enregistrée. Et les registres étaient tenus par les magistrats, par les parlements. Donc, les parlements avaient comme prérogative l'enregistrement des décisions royales. Et tant qu'une loi n'était pas enregistrée, c'est-à-dire que tant que le citoyen ne pouvait pas avoir accès à l'endroit où la loi avait été écrite, elle ne pouvait pas être exécutoire. Vous êtes d'accord? C'est un principe. La France est un État de droit. Or, le Parlement de Paris avait, en plus de la prérogative d'enregistrer les lois, il avait également la prérogative de soumettre les lois à des remontrances préalables. À l'origine, alors je ne sais pas à quel moment les remontrances préalables ont été inventées, mais à l'origine, l'idée était de pouvoir se permettre de dire au roi que telle décision qu'il venait de prendre était ou non conforme aux lois précédentes. C'est-à-dire un jugement ni moral, purement juridique. Hein. Les juges étaient bien les dépositaires des lois, puisque c'était eux qui les apprenaient, c'était les détenteurs du savoir juridique. Et si le roi
prenait une décision qui était non conforme à une loi précédente, c'est pas que les juges avaient la possibilité de dire au roi qu'il refusait, mais c'était au moins de le prévenir. C'était au moins de le lui faire savoir. C'est-à-dire, les remontrances, alors des humbles et affectueuses et respectueuses remontrances, etc., pour dire au roi, bon. Et évidemment, de fil en aiguille, les remontrances en sont arrivées à devenir des oppositions des magistrats, une opposition à l'enregistrement de certaines lois. Et notamment, quand Henri IV a apaisé le royaume après les épouvantables guerres de religion, je ne sais pas ce que vous savez des guerres de religion, mais ça a été vraiment quelque chose d'atroce, ça a été une épouvante. En plus de ça, ça s'est doublé de la chasse aux sorcières, ça a été vraiment une période très très noire. Donc Henri IV a apaisé le royaume par l'édit de Nantes, et quand il a voulu enregistrer l'édit de Nantes, les magistrats lui ont opposé des remontrances préalables qui consistaient à refuser l'édit de Nantes ou à vouloir le corriger. Et Henri IV leur a dit, attendez, l'édit, c'est moi qui l'ai signé, la loi, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi le roi. Et il était déjà le roi très catholique, ça faisait pas longtemps, mais une fois qu'il l'a été, il a fait venir des jésuites, et je vous assure que catholique il l'a été. Il a dit, vous faites les entendus en matière d'État, et vous n'y entendez rien plus que moi à rapporter des procès. Chacun son métier. Vous rendez des jugements au public, au cours de procès, et l'État, c'est moi. Et Henri IV était un roi très autoritaire. Au passage, je vous signale qu'il était d'une popularité extraordinaire, c'est-à-dire qu'il avait une bonhomie et une proximité à l'égard des gens qu'on n'a pratiquement pas retrouvé par la suite. Les Robins sont pour beaucoup jansénistes. Le jansénisme trouve sa classe, on dit pas les classes à l'époque, enfin trouve son public parmi les jansénistes. Pour les jansénistes, le monde se divise entre les élus et les réprouvés. Ceux qui sont réprouvés n'ont aucune espèce de chance de devenir des élus. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de se battre. À la limite. Pardon? Même si on paye. Même si on paye. Oui. Bon, si on écoute bien et que finalement on trouve qu'on a été élu, non mais globalement, si vous voulez, c'est une mentalité extrêmement élitiste. Vraiment, ce sont des gens qui savent et les autres ne savent pas, ils sont justes et les autres ne savent pas et tout. Et aucun gouvernement, enfin aucun roi digne de ce nom dans l'ancien temps ne pouvait tolérer une idéologie pareille. C'est contraire à l'esprit catholique, c'est contraire à la France. Alors, ils ont aussi comme caractéristique d'être rétifs à toute autorité supérieure. Quand le roi dit quelque chose, Sa Majesté ne sait pas. Pourquoi elle ne sait pas? Parce que nous savons. Et ils passaient leur temps à expliquer au roi ce qui était bon pour lui. Vis-à-vis du pape, c'est pareil. Ce que Louis XIV a fait pour en venir à bout, alors, il a commencé par interdire les remontrances à la magistrature. Ensuite, il a, par rapport, vis-à-vis du monastère de Port-Royal, il a dit, bon, alors maintenant, je ne veux plus entendre ces gens-là, il a dispersé les sœurs. Ensuite, il a fait raser le monastère, mais raser, c'est-à-dire transformer en poussière. Il a fait retirer les pierres, il les a données, distribuées ou vendues aux constructeurs locaux, et ensuite il a fait raser, il n'avait pas des bulldozers à l'époque, mais ils avaient des bons casseurs de cailloux, et il a véritablement rasé le monastère de Port-Royal. Et ça continuait de disputer encore sur des points de dogme, sur des points de doctrine, est-ce que si, est-ce que là et tout. Il a dit, bon, il y a quand même une solution en matière de catholicisme, on en appelle au pape. Et il a demandé à sa sainteté, je sais plus comment il s'appelait, je sais plus lequel c'était, j'ai su ça, j'ai oublié, de vouloir bien donner son avis sur 101 propositions tirées d'un livre d'un janséniste à la mode qui s'appelait Paquier-Quesnel, de donner l'opinion de l'Église de telle sorte qu'une bonne fois pour toutes, le problème soit réglé. Le pape, en 1713, a rendu une encyclique qui s'appelle Unigenitus, qui dit le jansénisme est hérétique. Le jansénisme est hérétique, c'est une doctrine anticatholique que le catholicisme ne peut pas retenir. Il est mort le 1er septembre 1715, sans avoir pu purger définitivement la querelle, mais il avait fait tout ce que il était en pouvoir de faire, réclamer l'encyclique, disperser le monastère de Port-Royal et dire et redire que la France catholique se soumettrait à une décision du pape. Il avait fait ce qu'il croyait devoir faire et il est mort avant que la bulle soit totalement acceptée, après avoir envoyé en prison dans des culs de basse-fosse tous les magistrats jansénistes qui avaient pu lui empoisonner son règne.